Et au sommaire de ce Top Sport, du handball avec une victoire sur le fil pour les Sabres, Strasbourg-Schiltigheim. On parlera également basket avec un entraîneur qui ne mâche pas ses mots. Ça se passait du côté de Kaysersberg. Qu'à un moment donné, les gars sont payés aussi pour faire un job. On n'est pas là pour s'amuser. On parlera également de kickboxing, ça se passait ce week-end à Strasbourg pour le Glory. Et puis on parle évidemment ce soir hockey avec notre invité, Erwan Agostini. Vous êtes l'entraîneur adjoint des Scorpions de Mulhouse. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va revenir avec vous sur la saison des Mulhousiens et puis on parlera aussi de votre job au quotidien, comment est-ce que ça se passe. Tout ça, c'est juste après. Avant ça, Mathieu, du football. Allez, on commence par du foot. En deux temps, les filles et les garçons. On commence par les garçons. C'est fini la journée de la femme. Hein. Le Racing qui jouait samedi après-midi, c'était à la Méno, la réception de Lyon, 3e du championnat. Ça commence mal d'ailleurs pour les Strasbourgeois. Regardez, avec dès la 3e minute, la bourde de Lamine Koné qui profite à Martin Terrier. La belle parade de Seltz, mais ça revient sur Cornet qui sert Dembélé. 1-0 pour Lyon. 2-0 en début de deuxième mi-temps. Après 5 minutes de jeu, ça va plutôt mal pour les Strasbourgeois qui vont se remettre dedans. En une minute, la tête de Thomasson dans le petit filet de Lopez. Et au ralenti, on se rend compte qu'en fait, c'est Ajor qui dévie in extremis le coup de tête de Thomasson. Strasbourg revient dans le match et une centaine de secondes plus tard, en moins de 2 minutes, la passe de Thomasson à nouveau pour Ajor, toujours le doublé pour le Réunionnais. Strasbourg égalise de partout, c'est la 3e équipe de tête. Paris, Lille, Lyon, aucun n'a gagné à la Méno. Le Racing se retrouve 10e avec 38 points, 6e match sans victoire certes pour les Strasbourgeois, mais les 38 points c'est généralement la barre symbolique du maintien. Le Racing qui se déplace à Nîmes ce samedi soir et qui pourra après se concentrer, Marine, sur sa finale de Coupe de la Ligue. Bon, semaine prochaine on parlera des filles d'abord, mais allez, pour cette fois on parle là maintenant. Allez, le Racing qui recevait l'OM, les filles de Vendenheim, elles recevaient l'OM, l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît, en déplacement à Vendenheim. C'est en 2e division féminine. Ça se passait ce dimanche après-midi dans des conditions, c'était la 19e journée de la 2e division féminine. Conditions très particulières pour jouer au foot. Hein. C'était hier après-midi en Alsace. Beaucoup de vent. Regardez la trajectoire de ce ballon, le centre, la balle qui s'arrête et qui revient. Il a fallu être très vigilant pour les gardiens. On a oublié le jeu long et les frappes de loin. La première grosse occasion, elle est pour Marseille en début de match avec ce face-à-face et l'arrêt sur le sauvetage de Pauline Urbain. C'est conditions difficiles. Vendenheim qui aurait pu aussi ouvrir la marque en milieu de première mi-temps, mais cette reprise passe au-dessus. Les conditions qui ne s'arrangent pas en seconde période, la frappe pour l'OM, et Marseille va hausser le niveau un petit peu et ouvrir le score sur ce long ballon, ce bon centre bien apprécié par Salomon qui ouvre la marque 1-0. Vendenheim avait fait plutôt jeu égal jusqu'à la pause. Ça va être beaucoup plus compliqué dans cette deuxième mi-temps où les deux équipes ont du mal à se créer des occasions. Vendenheim va pousser en toute fin de match, enchaîner les corners, un gros cafouillage dans la surface, un sauvetage sur la ligne et Marseille préserve son avantage. C'est finalement les filles de l'OM, co-leader du classement, qui s'impose un petit but à 0. C'est la 4e défaite en 5 matchs pour Vendenheim qui est un petit peu dans le dur. Elle reste pour l'instant 4e, mais ça remonte tout doucement. Derrière, écoutez la frustration de Lena Götsch, la joueuse de Vendenheim. Non, il manque pas grand-chose. On préfère jouer contre des équipes qui sont haut de tableau parce qu'on sait qu'on a vraiment quelque chose à jouer, quoi. La première mi-temps, on était bien en place. On a défendu en avançant, on a récupéré quelques ballons et on avait des occasions. Donc si on aurait peut-être concrétisé au moins l'une d'entre elles, le match on serait ressorti avec un match nul. Et on va passer au handball, Marine, avec un match décisif dans la course au maintien pour les Sabres en Pro League, la 2e division. Oui, les Sabres qui recevaient Caen ce week-end, lanterne rouge du championnat, un match qu'il ne fallait pas rater. Et ça se passe de manière un petit peu compliquée, début de match houleux pour les Strasbourgeois en bleu. Caen qui prend largement les devants, 4-9 à la 10e. Et c'est seulement 8 minutes plus tard que les Sabres parviendra à raccrocher le wagon. 11-13 à la 18e. Les Bleus qui maintiennent leur retard de 2 buts à la pause, 18-20. Et puis c'est une réaction des Strasbourgeois en deuxième mi-temps. Ils parviennent même à passer devant pour la première fois du match après 40 minutes de jeu, 24-23. Et ils peuvent notamment s'appuyer sur leur gardien Maxime Duchesne. 12 arrêts pour lui en seconde période, 19 sur l'ensemble du match. Et justement, cette fin de match plutôt a été à suspense. Les deux équipes prennent les devants à tour de rôle, mais jamais pour très longtemps. Et c'est le joueur strasbourgeois Skatar qui se distingue dans les dernières minutes. Il marque les 2 derniers buts de l'équipe. Vous le voyez juste là. Et puis c'est dans les dernières secondes, le gardien, toujours présent, qui fait un arrêt important. Ouf, victoire des Strasbourgeois d'un seul but, 33-32. Match compliqué, mais l'essentiel est là. Écoutez l'entraîneur de l'ESAB. Ils ont 1,5 million de budget.
Nous, on est à 900 000. Donc, ils ont des joueurs, hein, ils en ont plus que nous. Ils ont un champion du monde sur le banc. Non, c'est pas évident. Donc, c'est bien, ils n'ont pas lâché. Voilà, ça va faire du bien au moral à tout le monde. On prend un peu de confiance en nous et continuer notre chemin. Les Sables, du coup, qui se hissent à la 10e place du classement, avec 2 points d'avance sur les relégables. Et puis à noter que l'entraîneur que vous venez d'entendre à l'instant ne sera pas prolongé pour la saison prochaine. En tout cas, prochain rendez-vous pour les Sables, ce sera contre Massy, 5e du championnat, ce vendredi, Mathieu. Allez, on va parler hockey sur glace dans un instant avec notre invité Erwan Agostini. Vous aimez les sports de contact, j'imagine? Kickboxing, ça vous parle? Oui, ça me parle. Vous étiez peut-être, ou vous avez peut-être essayé d'aller au Glory. C'était ce samedi soir, Orenus à Strasbourg. Regardez avec la 64e édition de cette soirée de kickboxing, la plus grosse ligue, avec 2 Alsaciens au menu, Daniel Crost et Jérémy Antonio. L'un de la Panza Gym, l'autre du Strasbourg Thai Boxing, qui ont combattu. Les deux se sont inclinés. Le combat star de la soirée, vous le voyez, c'était Cédric Doumbé qui a récupéré sa ceinture mondiale avec une première fois il met son adversaire au sol, il est compté, il n'est pas KO, mais Cédric Doumbé, lui, il est content, il va saluer le public, il sort du ring alors que son adversaire se relève et n'est pas complètement KO. Harut Grigorien, qui était détenteur de la ceinture, il est revenu sur le ring, il a terminé le boulot, récupéré sa ceinture. Près de 4000 personnes étaient au Rhenus pour cet événement marquant qui devrait revenir en France prochainement, Marine. On parle hockey? Si on a le droit avec notre invité, avant qu'on reste en kickboxing. Erwan Agostini, vous êtes donc entraîneur adjoint des Scorpions de Mulhouse. Oui. On l'a appris, les Scorpions se maintiennent. C'est quoi? C'est un soulagement pour vous après cette saison? Oui, c'est sûr que c'est un soulagement. Après, c'était une saison assez compliquée, vraiment en dents de scie, où on va pas se le cacher, on cherchait à aller accéder au top 8 pour accéder aux playoffs. Et puis, on a eu une saison un peu compliquée où on a eu une grosse période dans le dur, et on a réussi après à se reprendre et à faire une grosse série de victoires, si je me souviens bien, de 9 matchs qui nous garantissaient peut-être d'accéder aux playoffs, et il nous a manqué quelques points à la fin. Donc voilà, un peu de déception, mais très vite du soulagement avec ce maintien qui est arrivé dès la première journée de la poule de play-down. Avec de grosses victoires. On rappelle le fonctionnement de cette poule de play-down, c'est les 4 derniers du championnat qui jouent entre eux, match aller-retour. On garde les points de la saison régulière. Regardez le classement du coup de cette poule de maintien après 2 journées. C'est d'ores et déjà réglé, puisque vous en êtes leader du coup, sauvé. Lyon également est sauvé. Et la victoire d'Anglet à Lyon ce week-end condamne du coup Strasbourg. Strasbourg donc relégué en première division après 13 saisons parmi l'élite. Alors la première division, c'est la D2 en fait, qui s'appelle D1. L'élite, c'est la Magnus, où vous trouvez. Mulhouse qui rit, Strasbourg qui pleure. Vous avez joué à l'Étoile Noire, vous avez commencé votre carrière là-bas. Un petit mot quand même sur la descente de Strasbourg. On a quand même l'impression que ça pendait un peu au nez du club strasbourgeois qui était vraiment sur le fil depuis quelques années. Voilà, ils ont vécu 2 années difficiles. Mulhouse-Strasbourg, c'est un derby, donc voilà, c'est quelque chose de compliqué aussi pour nous. C'est toujours embêtant quand il y a un club de la région qui se retrouve en difficulté. Voilà, ça va nous faire un déplacement assez court qui disparaît, mais c'est surtout des derbys et puis un club qui a beaucoup de licenciés, qui travaillait bien dans le hockey mineur, qui se retrouve à descendre. Donc voilà, même si on est mulhousien qui a le derby, on n'est pas satisfait par cette descente, ça c'est sûr. Voilà, le hockey mineur, pardon, on précise, c'est des équipes de jeunes. Voilà, c'est le pas, hockey mineur, la formation. La formation strasbourgeoise travaille bien, et c'est toujours décevant quand il y a un club comme ça qui descend, surtout qu'il faisait du bien pour le hockey français parce qu'il misait sur beaucoup de jeunes joueurs également. Donc voilà, c'est un peu embêtant aussi pour nous, pour la région. Vous avez connu une saison un peu particulière, puisque vous avez changé d'entraîneur en cours de saison. Christer Eriksson, l'entraîneur on va dire historique des Scorpions, a pris du recul en cours de saison, remplacé par Yorick Trey, qu'on voit juste derrière vous sur les images, qui lui était joueur, blessé, qui du coup a pris le poste sur le banc. Vous êtes resté vous à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'un gars qui passe de joueur en une semaine de joueur à coach, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça a apporté avec le recul à ce groupe? Déjà pour commencer, on parle de pas n'importe quel joueur. Ça reste quand même un des joueurs les plus cotés de l'histoire du hockey français. Il a côtoyé la NHL, il a joué dans les plus grands championnats. Il a, je pense, 13 ou 14 championnats du monde, un Jeux olympiques. Donc forcément, il a toute une expérience de joueur qui lui sert dans son métier d'entraîneur et qu'il a su apporter au groupe. Voilà, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans ce qui peut se faire dans le jeu, même dans les relations avec les joueurs, il comprend comment fonctionnent les joueurs. Donc oui, ça a été
ça a été intéressant de travailler, en tout cas cette première saison, avec un entraîneur comme ça. Voilà, ouais, dans le leadership, c'est quelqu'un qui est très bon. Voilà, il a apporté un peu il est arrivé dans une situation où le club c'était un peu compliqué. Et puis ça a fait un bol d'air. Maintenant, le travail de Christer Eriksson a été très bon. Il continue de travailler avec nous dans le sportif comme dans l'extra-sportif. Il apporte son expérience parce que voilà, M. Eriksson, c'était quand même quelqu'un avec beaucoup d'années en tant qu'entraîneur. Et puis dans le management, c'est quelqu'un qui avait déjà eu ce poste auparavant. Donc c'était plus c'est un binôme qui va continuer, enfin voilà. Le trinôme. Voilà, c'est un peu le trinôme. La saison prochaine. Voilà, ça travaille. En tout cas, on travaille toujours tous les trois en étroite collaboration. Et puis voilà, c'était plus dans une optique de continuer la structuration du club, de faire ce changement-là. On continue de parler hockey sur glace dans un instant. Petite page basket. Marine, je sais que vous êtes fan. On va parler de la SIG d'abord et puis de Kaisersberg dans un instant. Et donc la SIG d'abord, une belle victoire avec la manière pour les Strasbourgeois contre l'élan Chalon. Regardez ces images, ça se passait à Chalon justement, avec un Alsacien qui s'est illustré, Nicolas Lang, très très adroit, 13 points à la mi-temps avec 100% de réussite. Puis le reste du match, il a aussi cumulé 6 passes décisives, 4 interceptions. Les Chalonnais qui sont quand même revenus à 5 points des Strasbourgeois à quelques minutes de la fin. Mais la SIG a maîtrisé, victoire 77-92. La SIG qui, donc, vous le voyez là, se retrouve 5e au classement et qui peut envisager le top 4 bientôt puisqu'ils sont ex-aequo avec Monaco. Écoutez la réaction du coach Jean-Denis Choulet, coach adverse. Pour lui, Strasbourg était un adversaire trop grand. On est trop juste pour ce type d'équipe-là. Mais je n'ai pas pu engueuler les joueurs. Je veux dire, les engueuler pourquoi ? Et malheureusement, Strasbourg, ils ont un effectif très très dense, très très riche. 2, ils savent jouer au basket. Et 3, ils ont un peu d'expérience. Donc ça fait beaucoup de choses contre lesquelles on doit se bagarrer. Allez, on va descendre de 2 étages. On passe devant Gries qui s'est incliné ce week-end en Pro B. Et en National 1, ça va toujours bien pour Souffle qui finit en tête du coup de son groupe. Et on va prendre des nouvelles de Kaisersberg qui avait un match décisif pour son maintien. Le club orinois qui est promu en National 1 pour la première fois de son histoire et qui recevait Charleville ce week-end. Regardez, ça se passait à la salle Théo Faller. Kaisersberg en orange évidemment. Du public, il y avait du monde. Il fallait battre Charleville, 7e du championnat. Ça commence et c'est compliqué en début de match à cause de ce garçon, Nemanja Kovanusic, le pivot de cette équipe de Charleville qui a fait bien des misères aux Orinois, 39 points, 12 rebonds. Marine, ça vous parle, c'est plutôt pas mal. Oui, KB a beaucoup souffert en face de lui. Mais Gries, pas Gries, Kaisersberg va beaucoup mieux dans le deuxième quart avec un petit peu plus d'agressivité en défense, notamment un joli contre sur le pivot, notamment justement la remontée de Jonathan Godin. Et Kaisersberg prend les devants juste avant la pause, un petit point d'avance, ça va plutôt bien en entame de troisième quart aussi. KB est toujours devant et puis ça se dérègle un petit peu à l'image de cette dernière possession sur le troisième quart-temps, le shoot à 9 mètres au buzzer qui permet à Charleville de passer devant et KB cafouille complètement sa fin de match. Il shoot aussi à 3 points, le pivot 2 sur 4 pour lui. Et c'est Charleville-Mézières qui vient s'imposer dans le Haut-Rhin 101-98. Alors l'essentiel est sauf pour KB qui se sauve en National 1 grâce à la défaite du Jet Vosges à Boulogne. KB maintenu, mais son entraîneur pas content, mais alors pas content du tout de la manière. On est tellement tolérants depuis le début, on est tellement gentils, le public, les dirigeants, les supporters avec cette équipe, qu'à un moment donné, les gars sont payés aussi pour faire un job. On n'est pas là pour s'amuser. J'aime bien les discours avec le plaisir, c'est avant tout un sport. Mais quand ils veulent leur chèque à la fin du mois, ils savent aussi ce qu'ils veulent. Donc à un moment donné, sur le terrain, ils ont à faire ce qu'on leur demande et à se comporter comme des pros et à nous gagner des matchs. Ce soir, on devait gagner ce match parce qu'encore une fois, dans la manière, c'est nous qui nous tirons une balle dans le pied. Voilà, il y a les gens qui font de la langue de bois et puis il y a Fabien Drago qui dit ce qu'il pense. Merci à lui en tout cas. Et puis comme dit KB qui jouera la phase de la poule B, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent encore espérer aller accrocher une place en play-off de cette National 1 pour leur première saison. Un petit mot d'athlétisme avant de finir par le hockey, direction Vittel où avaient lieu les championnats de France de cross avec pas beaucoup d'espoir et d'ambition côté alsacien parce que pas beaucoup d'athlètes en avaient fait leur priorité. Image toujours très spectaculaire, des départs ultra nombreux sur l'hippodrome de Vittel et ça a été évidemment gadouilleux
et boueux à souhait comme pour une belle saison de cross. Mention quand même à Mohamed Amin Kodad, 13e sur le cross court masculin, et vous la voyez arriver sur ces images au centre de l'écran, à Elodie menée de l'Alsace Nord Athlétisme, 15e dans sa catégorie. On termine, Marine, avec le hockey. Allez, côté coulisses cette fois-ci et dans le vestiaire. Erwan, vous avez été joueur avant d'être entraîneur adjoint. Vous avez décidé d'arrêter de jouer suite à de nombreuses blessures. Vous étiez jeune, 25 ans, c'est jeune quand on est joueur. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que vous l'avez dit déjà, par rapport aux blessures, c'était un peu compliqué. Vous auriez pu revenir potentiellement, se remettre de vos blessures. J'avais un temps de convalescence d'environ 1 an qui était problématique par rapport pour trouver un club, pour revenir à son 100%. Donc j'ai eu l'opportunité, Strasbourg m'avait offert un poste et une reconversion sportive que j'ai décidé de saisir. Et puis je suis assez content là-dedans. C'est quoi le rôle d'un entraîneur adjoint au hockey sur glace ? Vous avez fait ça aux côtés de Daniel Bordage à Strasbourg, maintenant comme dit, vous avez fait 2 saisons à Mulhouse. C'est quoi le rôle dans des effectifs qui sont en plus pléthoriques, hein ? On parle de quoi, 25 joueurs au hockey souvent ? Il y a déjà une répartition du travail avec le staff. Ça peut évoluer en fonction des entraîneurs avec qui on travaille. C'est souvent... On est souvent là pour donner un regard avec un peu de recul aussi, souvent sur les performances d'équipe. C'est beaucoup d'échanges avec l'entraîneur principal. C'est du travail vidéo énormément. Un lien aussi un peu des fois avec le vestiaire. Essayer de comprendre un peu l'atmosphère. C'est vraiment, ça porte bien son nom, assistant coach, c'est vraiment assister, apporter des réponses sur des zones d'ombre que peut avoir parfois l'entraîneur principal. Et échanger sur différents aspects tactiques. Et une fois que maintenant la saison va bientôt être finie, il vous reste encore un match notamment ce vendredi, mais sans enjeu parce que vous vous êtes maintenu. Comment est-ce qu'on aborde du coup des matchs comme ceux-là, sachant qu'il n'y a pas d'enjeu derrière ? On a décidé, le staff, de pas laisser ces matchs passer pour rien. On va les utiliser pour travailler différentes choses. On va faire des essais tactiques, essayer des joueurs, des combinaisons de lignes un peu différentes. On va aussi tester nos jeunes aspirants pro pour voir leur évolution et où ils en sont dans leur formation. Donc on va avoir un effectif qui va beaucoup tourner pour leur laisser un peu de place. On a décidé d'utiliser cette poule de maintien, même si on est déjà sauvé, en testant, en essayant. C'est 4 matchs de préparation dès le mois de mars. Oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est gagner du temps pour la saison prochaine. Merci beaucoup. En faisant les essais.